La cryptographie, c'est une science qui rend inintelligible un texte intelligible et intelligible un texte inintelligible par le chiffrement ou le surchiffrement, par le déchiffrement et le surdéchiffrement. Par cette position, j'avais en charge toutes les unités militaires dans les régions. J'avais en charge tous les services de sécurité, gendarmerie, police. J'avais en charge toutes les unités administratives, gouverneur de région à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui préfet, ministre délégué. Quand vous dites j'avais en charge, ça veut dire quoi? Puisqu'il y avait des chefs d'état-major général de l'armée, il y avait des... Ça veut dire que tout ce qui n'est pas à la disposition du commun m'était donné pour être chiffré au destinataire. C'est-à-dire que vous étiez en quelque sorte le chef de service d'espionnage et de contre-espionnage? Non. Vous étiez quoi? J'étais le responsable de tout problème de sécurité qui touchait la nation. Il y avait un directeur de la sécurité d'État qui, quelque part, n'avait pas cette possibilité de chiffrer et de déchiffrer. Pour cette formation, nous ne sommes que 2 pour la République de Guinée. On a reçu, il faut le dire, à peu près 80% des procès-verbaux. La seule région administrative qui a refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux, c'est Kankan. Pour les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Mandiana, Kerouane et Kankan. Ils ont refusé systématiquement de remettre les procès-verbaux. Sur cette question, je dois quand même rappeler, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on a reçu, qui donnait injonction à la CENI qu'elle avait l'obligation de remettre un procès-verbal de bureau de vote à chaque candidat. C'est une disposition qui n'a pas été systématiquement faite. Pour tout le reste, nous avons des procès-verbaux clairs avec un contenu clair qui a été remis au bureau de vote et c'est sur la base de ces procès-verbaux que nous avons fait la totalisation de 80% des bureaux de vote. Et du coup, c'est sur ces bases, sur ces chiffres que nous sommes fondés pour annoncer notre victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Cependant, depuis ce matin, nos délégués qui sont dans les CACV sont surpris, nous pas. Parce qu'ils arrivent à la CACV, les magistrats viennent avec des résultats et des procès-verbaux qui sont complètement différents du procès-verbal qui a été délivré dans le bureau de vote. Ça veut dire quoi? Qu'entre le procès-verbal, entre la remise du procès-verbal, et c'est pour ça qu'eux, ils retardent la série. À Matam, le candidat du RPG avait 22 600 voix, nous avions 22 300 voix. C'est sur injonction de Alpha Condé qu'ils sont en train d'inverser ça. Si vous aviez donné des résultats de Matam le lundi, vérifiez les résultats et c'est que la CACV est en train de faire. Or, la CACV n'est pas un lieu où on modifie, on change ou on altère des données. Cette étape a été rendue nécessaire juste pour permettre une réduction des paperasses qui doivent être déposées à la Cour constitutionnelle. En cas de contentieux, c'est le procès-verbal de la CACV qui agrège les procès-verbaux des bureaux de vote qui doivent être transmis. Comme ça, au lieu que la Cour constitutionnelle en envoie 15 000 procès-verbaux, il va recevoir juste 38 procès-verbaux de synthèse qui lui permettront de statuer parce que ces procès-verbaux rapportent non seulement les chiffres, mais aussi les observations et les réserves des différents candidats qui sont mentionnés sur les procès-verbaux du bureau de vote. Les 42% de Selou donnaient 16% pour l'ensemble de la Haute-Guinée. Kankan, Farana. Non, 16% pour la région du Fouta.
l'abbé Mamou. Le tout pour un seul candidat, ça ne dépasse pas 16%. La Haute-Guinée, Farana et Kankan, 24%. Les deux ne peuvent pas faire élire. Même ces deux grosses communautés couplées, ça ne donnait que 40%. Il n'y avait pas de possibilité de faire élire. La chance était en forêt, Kindia et la zone spéciale de Conakry, qui avait les 60%. Donc, les 42% de Selou étaient bâtis sur de la fraude. C'est moi qui l'ai démantelé. Et ça a été présenté non seulement à tous les observateurs étrangers, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO et les observateurs étrangers. C'est ce qui explique le fait qu'on ait pris assez de temps. Parce qu'il a été décidé... C'était quand même un fait inédit. C'était un fait inédit parce que les faits étaient concrets. C'est déposé, tout le monde voit. Maintenant, on constate, oui, allez-y. Le parrain qui était Blaise Compaoré, il a été mis au courant. Tout le monde a vu dans ce climat. Blaise, il était le parrain de qui? De l'élection présidentielle de 2010. Il avait la responsabilité de nous conduire. Il a été mis au courant aussi des faits. On est même allé au Burkina. Moi, je ne suis pas allé. Ce sont ces politiciens qui sont allés. Heure de Conakry, lorsque l'avion transportant le président Cellou Dalein Diallo a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Bessia. Les partisans de l'alternance sont venus en grand nombre pour accueillir leur leader. De l'aéroport à son domicile de Dixine, en passant par Bambeto et Amdalaï, il était difficile de se frayer un passage. Militants, sympathisants et autres curieux arborant la plupart les couleurs du parti, le vert et blanc, ont réservé un accueil triomphal à leur champion. Une véritable marée humaine décorait les artères sillonnées pour la circonstance. Les militants et sympathisants du parti sont fermes. Ils sont déterminés à conduire Cellou à la magistrature suprême du pays. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. 2010 n'est pas 2020. L'histoire ne va pas se reproduire. À 3 semaines de l'élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo n'a qu'un seul objectif, battre Alpha Condé dans les urnes en l'empêchant de briguer un 3e mandat. L'opposant, candidat pour la 3e fois, affirme que le pouvoir est en train de frauder pour s'octroyer la victoire. Il affirme aussi que la CENI, la commission électorale chargée de proclamer les résultats, est inféodée au pouvoir. Comment alors avons-nous fait pour avoir des résultats rapidement avant que la CENI elle-même se dise disposer des données? Tout d'abord, la commission électorale de l'UFDG a mis en place un logiciel qui nous a été fait par une société française, et on peut le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté, qui est basé en France et dont les bases de données sont sur le cloud. Merci. Ça nous a permis et renforcé dans l'idée que nous devrions avoir 32 000 délégués, un délégué titulaire et un suppléant en cas de défaillance, sur l'ensemble des bureaux de vote. Ça veut dire que sur les 15 000 bureaux de vote, nous avions des délégués et chaque délégué était muni d'un téléphone qui est capable d'envoyer un SMS.
Une fois que les dépouillements sont faits, les répartitions effectuées, si la personne a la possibilité de photographier le procès verbal, il le fait. Au cas échéant, il saisit un format de fichier les résultats et les envoie dans notre système. Ces données sont récupérées au niveau des sous-préfectures. On en a 340 sous-préfectures au niveau desquelles on a déployé des valideurs. Ceux-là, ils reçoivent les données remontées par les bureaux de vote de district. Ils vérifient la cohérence des données en conformité avec les procès-verbaux qui sont collectés et décident que les données sont conformes et valident la donnée. Et la donnée est vue par le responsable préfectoral au niveau des CACV. Là aussi, nous avons un deuxième niveau de validation qui vérifie, après avoir collecté les données, lui aussi il reçoit, il vérifie que les données qui sont validées au niveau des sous-préfectures est bien conforme au procès verbal dont il détient. Ensuite, il valide et c'est à ce moment seulement, au niveau de la direction nationale, nous recevons la donnée consolidée. Ça, c'est la procédure et le système qui a été mis en place dès le départ. Ce qui veut dire que dès qu'on a eu le dernier résultat du bureau de vote, nous avons eu les validations de près de 80%. Et vu que les 20% qui restaient ne pouvaient pas modifier le résultat, même s'ils allaient pour un seul candidat, Alpha Condé, nous étions donc fondés sur la base de ces résultats, issus des bureaux de vote. Donc plus de 70% étaient validés sur PV. On a reçu, il faut le dire, à peu près 80% des procès-verbaux. La seule région administrative qui a refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux, c'est Kankan. Pour les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Mandiana, Kerouane et Kankan. Ils ont refusé systématiquement de remettre les procès-verbaux. Sur cette question, je dois quand même rappeler, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on a reçu, qui donnait injonction à la CENI qu'elle avait l'obligation de remettre un procès-verbal de bureau de vote à chaque candidat. C'est une disposition qui n'a pas été systématiquement faite. Pour tout le reste, nous avons des procès-verbaux clairs avec un contenu clair qui a été remis au bureau de vote et c'est sur la base de ces procès-verbaux que nous avons fait la totalisation de 80% des bureaux de vote. Et du coup, c'est sur ces bases, sur ces chiffres que nous sommes fondés pour annoncer notre victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Cependant, depuis ce matin, nos délégués qui sont dans les CACV sont surpris, nous pas, parce qu'ils arrivent à la CACV, les magistrats viennent avec des résultats et des procès-verbaux qui sont complètement différents du procès-verbal qui a été délivré dans le bureau de vote. Ça veut dire quoi? Qu'entre le procès-verbal, entre la remise du procès-verbal, et c'est pour ça qu'eux, ils retardent la CENI. À Matam, le candidat du RPG avait 22 600 voix, nous avions 22 300 voix. C'est sur injonction de Alpha Condé qu'ils sont en train d'inverser ça. Si vous aviez donné des résultats de Matam le lundi, vérifiez les résultats et c'est ce que la CACV est en train de faire. Or, la CACV n'est pas un lieu où on modifie, on change ou on altère des données. Cette étape a été rendue nécessaire juste pour permettre une réduction des paperasses qui doivent être déposées à la Cour constitutionnelle. En cas de contentieux, c'est le procès-verbal de la CACV qui agrège les procès-verbaux des bureaux de vote qui doivent être transmis. Comme ça, au lieu que la Cour constitutionnelle envoie 15 000 procès-verbaux, il va recevoir juste 38 procès-verbaux de synthèse qui lui permettront de statuer parce que ces procès-verbaux rapportent non seulement les chiffres, mais aussi les observations et les réserves des différents candidats qui sont mentionnés sur les procès-verbaux du bureau de vote. Au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Sans attendre les résultats officiels de la commission électorale, Cellou Dalein Diallo s'est attribué la victoire à la présidentielle guinéenne lundi 19 octobre. L'opposant, candidat pour la troisième fois, affirme que le pouvoir est en train de frauder pour s'octroyer la victoire. Il affirme aussi que la CENI, la commission électorale chargée de proclamer les résultats, est inféodée au pouvoir. La CENI, elle, conteste l'annonce de Cellou Dalein Diallo. La commission électorale... Pour la CENI, que ce soit pour Cellou Dalein, que ce soit pour n'importe quel candidat qui s'autoproclame vainqueur, c'est nul et nul est fait. La CENI attend des résultats qui viennent de la commission administrative de centralisation des votes. Cellou Dalein Diallo, 68 ans, est un ancien Premier ministre et ex-gouverneur de la Banque centrale guinéenne. Candidat malheureux à la présidentielle en 2010 puis 2015, il n'a eu de cesse d'accuser son adversaire, le président sortant Alpha Condé, de fraude électorale.
Alpha Condé, 82 ans, cristallise depuis des mois la colère d'une partie de la population. Il a pu se présenter à un 3e mandat grâce à l'adoption d'une nouvelle constitution à l'issue d'un référendum boycotté par l'opposition. Depuis le début de la mobilisation anti-Condé, des dizaines de personnes ont été tuées. Lorsque j'ai eu l'accès de voir le procureur, il a dit qu'il ne peut pas me délivrer des papiers qui n'est pas autorisé. Je me suis couché en bas de lui, j'ai pleuré. Vous-même vous croyez, vous voyez l'amour qu'il y a entre la femme et son mari. Vous voyez le bébé que je détiens, ça fait plus de 5 mois, il ne voit pas son mari. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que je traverse à l'heure là. Vous-même vous voyez la conjoncture de la Guinée à l'heure là, tout est dur. Et pourtant, c'est mon mari qui s'occupait de moi, de tout. Maintenant, les gens viennent plaider. Il m'a fait un papier. Sur le papier, c'était mardi et jeudi que je devais voir mon mari. Maintenant, il m'a donné le papier jusqu'à 15 heures. J'ai passé toute une journée. C'est à 15 heures que je suis rentrée en position du papier. Maintenant, le lendemain, je suis partie à la maison centrale. Quand je suis partie, j'ai vu mon mari. Quand je l'ai vu, je l'ai regardé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu n'as pas ici? On te dit quoi? C'est que vous m'ont fait comprendre que j'ai échangé de messages avec un jeune, que c'est le jeune qui a porté plainte contre moi. Mais depuis que je suis venue, il n'a jamais vu le jeune. Mais ce qu'on lui a fait comprendre qu'il a échangé des textos sur Messenger avec un jeune, raison pour laquelle il a été arrêté. Ce jour, je me suis vue avec les Ousmane Gawal, les Chérif Ba, Fonike Mengue. Ils étaient là dans la cour en train de se coiffer. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Je me suis retournée. C'est un jour que je pars. Maintenant, c'est hier, vers les 17h. Un numéro inconnu qui m'a appelé parce que j'ai que temps pour lui voir que les mardis et les jeudis. Si ce n'est pas ça, ils n'acceptent pas. Même tu envoies le manger, ils te disent non, que tu ne peux pas lui donner. Que c'est eux qui doivent les nourrir. Maintenant, hier vers les 17h, j'ai reçu un appel inconnu. Il me dit c'est Madame Bamba. Je dis c'est oui. Il dit votre mari est malade. On lui a envoyé à Nias. J'ai pris la moto, je suis partie. Lorsque je partais même, la moto m'a... Tellement que j'avais le corps chaud, je suis même tombée avec le motard. Quand je suis partie à Niasbi, il était gardé de sorte que les militaires ne me donnaient même pas le temps de voir mon propre mari. Quand je suis venue, je l'ai regardé. J'ai dit, Roger, c'est depuis quand tu es tombé malade? Son ventre est ballonné. Quand tu vas son ventre, tu ne peux même pas savoir que c'est un être humain. Il dit, mais mardi, je t'ai vu, tu es en bonne santé. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dis-moi. Il dit, non, c'est hier seulement, je sentais les maux de cœur et les maux de reins. C'est mes reins qui me font mal et mon dos, mon ventre me fait très mal. Et là, ils m'ont dit, va au laboratoire, tu vas aller prendre les papiers. Je suis allée, j'ai pris. Le docteur est venu, il m'a dit qu'il n'a pas de sang. Qu'il n'a pas de sang, je n'ai pas de moyens. Je suis diplômée sans emploi. Mes parents sont à Zérékori, il n'y a personne. J'ai appelé la femme de Dalin, je lui ai dit, mon mari est malade, il a abandonné ici. Et le corps à bien ne veut même pas que je le touche. Mais on me dit qu'il n'y a pas de sang. Il me dit, ah ouais, je vais envoyer un jeune. Tu vas partir avec lui, vous allez acheter le sang. Nous sommes partis, on a acheté. Quand je suis venue à ISD, quand tu vois son corps, on dirait quelqu'un qui utilisait les produits. Quoi. Tout ton corps était devenu maintenant jaune. C'était plus noir, c'est jaune, son ventre là, ballonné. Il me dit, pourquoi tu n'as pas envoyé l'enfant? Je dis, mais l'état que tu m'as appelé, je ne pouvais pas mettre l'enfant sur mon dos envoyer ici. Je dis, mais Roger, dis-moi, tu as mangé quoi? Il dit, ah, je n'ai rien mangé. C'est mon ventre et mon dos là. Je sens la douleur, surtout mon dos me fait très mal. Maintenant, jusqu'à la nuit, j'ai appelé l'infirmier. L'infirmier me dit, ah, le sang que vous avez envoyé, c'est coagulé. Il faut qu'on mette après 1 heure. Si ça serait un peu chaud, je vais placer.
J'ai dit, mais il se plaint trop de la douleur. Quelques minutes après, il m'a regardé. Il dit, va, tu m'achètes de la glace. C'est même pour mon dos ni mon ventre. Mais c'est mon corps là qui est chaud maintenant. Envoie la glace, tu mets sur mon corps. Il faut masser ma tête. Ma tête aussi, c'est chaud. J'ai dit, mais Roger, dis-moi. Ce qui était dans ton ventre, comment dans 1 heure de temps, ça montait encore sur ton corps. Le militaire qui était là-bas, il me dit, madame, et nous on a faim, donne-nous de l'argent, on va manger. Je dis, là vous me voyez, je suis seule ici, il n'y a personne. Comme ils ont insisté, je les ai donné 20 000. Les militaires? Les militaires, je les ai donné 20 000. Maintenant quand je veux rentrer, le docteur me dit, non, sors. Il faut que je le visite, sors là-bas, sors. Je suis restée dehors, maintenant il a crié. Il dit, viens, je te dis de venir. Je suis rentrée, il dit, il y a quoi? C'est mon corps là, je ne peux plus. Mon corps est chaud. Son ventre est ballonné, on dirait quelqu'un qui a fait au moins 1 semaine dans une maladie. À 0 heure, il a rendu l'âme. Mais je me remets dans la main de Dieu. Si seulement si Dieu est là pour les hommes, pour les pauvres. Je veux que Dieu fasse la justice pour moi, parce que je sais. Il y a eu beaucoup de morts en Guinée sans justice. Je sais que mon mari n'aura pas de justice sur cette tête. Mais demain à l'au-delà, mon mari aura la justice. Roger Bamba, qui laisse derrière lui une veuve et 2 petits garçons, meurt dans l'indifférence totale des autorités pour une infraction inexistante et pour laquelle il ne sera jamais jugé. Repos éternel à ce martyr de la démocratie et homme de conviction qui s'est entièrement dévoué à la cause de l'Union des forces démocratiques de Guinée et de ses nobles idéaux. Je suis surtout triste de savoir que mon ami est mort en prison faute de soins. Je suis triste de savoir qu'il a été arrêté arbitrairement, sans avoir commis la moindre faute, simplement parce qu'il est un activiste reconnu et connu et reconnu de l'UFDG. Depuis septembre, il était en train de croupir à la maison centrale, dans une cellule de 7 mètres carrés avec 9 autres personnes. Depuis 2 semaines, il était malade. Il a demandé à être soigné, il ne l'a pas obtenu. C'est ça qui me rend triste pour notre pays, pour moi-même, pour le parti. C'est lorsqu'ils sont sentis qu'il était sur le point de mourir, comme ils n'aiment pas que les gens meurent en prison, qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et il est mort quelques heures après avoir été transféré à Ignace.